Si on annonçait demain qu'une simple molécule, un truc en vente libre, pouvait faire chuter de 42% le risque d'une naissance très prématurée, on crierait au miracle médical, non? Ah bah complètement, ça ferait la une de tous les journaux. Ouais, on s'imaginerait une technologie de pointe, un traitement expérimental hors de crue, mais en fait on parle d'une simple graisse. Mhm, Mais pas n'importe laquelle, et surtout, pas prise n'importe comment. exactement. C'est une famille de lipides bien spécifiques qui, au lieu d'être juste stockés pour servir d'énergie, va littéralement servir de matériau de construction. Ouais, C'est pour bâtir un nouveau système nerveux humain. À partir de zéro, en fait. bon, décortiquons tout ça. L'objectif de notre exploration documentaire aujourd'hui, c'est de dissiper un peu le brouillard absolu qui entoure la nutrition prénatale. Et il y en a du brouillard. Ah, c'est clair. Donc, on a rassemblé un dossier massif pour cette analyse. On se base sur un article très approfondi de Sacha Coadon pour Supernutrition, qu'on a croisé avec les données de l'ANS, de l'EFSA, l'autorité européenne, une revue Cochrane monumentale et les directives cliniques internationales de 2024. C'est du lourd, quoi. Voilà. Et le but, c'est pas de lister bêtement des menus ou de dire genre manger du poisson. On veut aller au-delà. Notre mission, c'est de comprendre la mécanique. Mhm. Comment ces acides gras, les fameux oméga 3, construisent littéralement l'architecture d'un futur cerveau. Et se concentrer sur la mécanique, ça change fondamentalement la donne. Parce que dans l'océan de conseils médicaux que reçoivent les futurs parents, c'est facile de s'y perdre. C'est super anxiogène. Complètement. Mais comprendre le pourquoi profond derrière une recommandation, ça permet de reprendre le contrôle. On subit plus une règle de manière arbitraire, on comprend la logique de la cellule. Et ça allège considérablement la charge mentale. C'est tellement vrai. Alors, commençons par les fondations. Les sources mentionnent trois acteurs principaux dans cette famille des oméga 3. Il y a l'ALA, qui est d'origine végétale, Ouais, et ensuite l'EPA et le DHA, qui sont d'origine marine. Et quand on regarde la phase de développement du fœtus, toute la lumière semble braquer sur un seul d'entre eux, le DHA. c'est ça. À quel point cette molécule est centrale concrètement? Ces proportions défient presque l'imagination en fait. Dans un cerveau humain, le DHA représente plus de 90% les oméga 3 présents. Attends, 90%? Ouais, plus de 90%. C'est pas un simple carburant. Le DHA s'intègre physiquement dans la membrane de chaque neurone, surtout au niveau des synapses, là où l'information circule. Ok, là où les neurones se connectent. Exactement. Sa forme moléculaire unique apporte une fluidité, une souplesse à la membrane. Et cette souplesse, c'est très exactement ce qui permet aux signaux électriques de voyager vite. Sans ce DHA, le réseau est rigide. Et donc inefficace. Voilà. D'ailleurs, les données du document s'affolent particulièrement sur le troisième trimestre de grossesse. On y apprend que le fœtus accumule, écoute bien, jusqu'à 70 mg de DHA par jour. C'est énorme. Et ça cible spécifiquement le cerveau et la rétine des yeux. 70 mg par jour pour un organisme qui pèse à peine 2 ou 3 kilos, ça ressemble à un siphonnage en règle, non? Le mot est faible. Le processus métabolique, ça s'apparente vraiment à une pompe unidirectionnelle implacable. C'est-à-dire, Le placenta ne laisse pas passer les nutriments passivement. Il va activement capter les acides gras dans le sang de la mère et il les force à traverser vers le bébé. Ce mécanisme, il est programmé pour prioriser le cerveau en développement, avec une intensité maximale juste avant la naissance. tu sais, l'image qui me vient à l'esprit en lisant ces lignes, c'est celle d'un petit vampire qui se branche sur toi. Un vampire. Ouais, un vampire métabolique. Un vampire tout à fait adorable, hein, mais qui a absolument aucune pitié pour son hôte. Si on imagine la grossesse comme la construction d'un immense gratte-ciel, ce chantier colossal va drainer toute l'électricité de la ville voisine si on ne lui fournit pas son propre générateur. L'analogie est parfaite. Et le dossier note d'ailleurs que si l'apport alimentaire est insuffisant, le bébé va puiser directement dans les réserves cérébrales de la mère. Ouais. Et les conséquences de cette extraction forcée, elles sont super lourdes. En fin de grossesse, la mère s'expose à un épuisement profond de ses propres stocks. Ce qui joue sur la fatigue, j'imagine. La fatigue, l'humeur, la récupération postpartum. Mais ça compromet aussi directement la qualité du lait maternel, parce que le cerveau du nouveau-né requiert toujours ces quantités astronomiques de DHA après la naissance. Ah oui, c'est pas fini à l'accouchement. Non, loin de là. Et le lait devient l'unique source. Donc, si les réserves de la mère sont à sec, tout le monde en pâtit. Ok, du coup je visualise très bien le rôle du DHA, c'est la brique fondamentale. Mais je bloque sur un point. Tous les protocoles insistent pour associer le DHA à l'EPA. Et l'EPA dans tout ça. Pourquoi on en a besoin si c'est le DHA qui construit le cerveau?
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que l'EPA ne s'intègre quasiment pas dans le cerveau du bébé. Ah bon? Non, son rôle se joue presque exclusivement du côté de la mère. Si le DHA est la brique du bâtiment, l'EPA, c'est le chef de chantier spécialisé dans la gestion de crise. D'accord, explique-moi ça. Il faut garder à l'esprit que la grossesse, c'est un état de stress physiologique immense. Le corps maternel subit un bouleversement cardiovasculaire majeur et un état inflammatoire latent. L'EPA a la particularité d'entrer en compétition directe avec les molécules inflammatoires dans le sang. Donc il bloque l'inflammation. En gros, oui. Il occupe les mêmes récepteurs cellulaires, ce qui empêche la tempête inflammatoire de s'emballer. Ça maintient la souplesse des vaisseaux sanguins de la mère. Ah! La synergie s'explique par cette double cible. L'un bâtit l'enfant et l'autre protège la mère et sécurise le chantier. C'est exactement ça. Et ce rôle de bouclier prend tout son sens quand on regarde les données cliniques, notamment sur un fléau qu'on redoute tous, la prématurité. Le dossier s'appuie sur la fameuse revue Cochrane. D'ailleurs, pour préciser, une revue Cochrane, c'est pas juste une petite étude isolée, c'est le sommet de la pyramide des preuves en médecine. Et celle-ci a suivi près de 20 000 femmes. C'est gigantesque comme échantillon. Et les conclusions révèlent l'impact spectaculaire d'un simple équilibre lipidique. Une bonne supplémentation fait baisser le risque global de naissance prématurée de 11%. Et c'est là qu'intervient la statistique hallucinante de notre intro. Attends, une réduction de 42% pour la très grande prématurité, avant 34 semaines. C'est énorme. C'est un chiffre qui défie l'entendement, oui. Mais par quel mécanisme biochimique une simple huile arrive à empêcher un accouchement de se déclencher trop tôt? Le secret réside justement dans cette régulation de l'inflammation qu'on vient d'évoquer avec l'EPA. Le déclenchement de l'accouchement, fondamentalement, c'est initié par un processus inflammatoire. Le corps envoie un signal via des molécules, les prostaglandines, qui provoquent les contractions. Ok, le signal d'alarme. Voilà. Or, un taux sanguin élevé en EPA et DHA freine la synthèse de ces prostaglandines spécifiques. Les oméga-3 calment le signal, empêchant le système de paniquer et de déclencher les contractions trop tôt. C'est dingue de voir la traduction d'une mécanique chimique en un impact humain aussi massif. Éviter une naissance avant 34 semaines, c'est épargner des mois de soins intensifs, d'angoisse pour une famille. Et ça va plus loin. La méta-analyse de 2024 démontre aussi une baisse de 37% du risque de prééclampsie, Oui, la prééclampsie, c'est cette élévation très dangereuse de la tension artérielle. qui peut s'avérer fatale. Absolument. Ça trouve son origine dans un dysfonctionnement des vaisseaux du placenta. En favorisant des molécules vasodilatatrices, le duo EPA-DHA agit comme un amortisseur pour le système cardiovasculaire de la mère, qui doit parfois, rappelons-le, pomper jusqu'à 50% de volume sanguin en plus. Selon l'ANSES, 50 à 75% des femmes enceintes sont carencées en DHA. On parle des 3/4 de la population. Si on relie ça à une perspective plus large, ce décalage illustre surtout la difficulté de modifier nos habitudes alimentaires. L'espèce humaine a évolué pendant des millénaires avec un accès constant aux produits de la mer. Ouais, on mangeait beaucoup de poissons. Exactement. Aujourd'hui, les recommandations officielles, c'est environ 500 mg d'EPA et DHA par jour. Pour atteindre ça naturellement, il faudrait manger des portions généreuses de poissons gras plusieurs fois par semaine. Et notre alimentation moderne, ultra transformée, en manque cruellement. Mais du coup, le bon sens voudrait qu'on rectifie ça lors de nos courses. On achète du poisson et bim, le problème est réglé. Ce serait trop facile. Bah oui, parce que les sources révèlent que l'alimentation moderne est un véritable terrain miné. Il suffit pas d'aller à la poissonnerie, il faut opérer un tri drastique. C'est ça. Les autorités plébiscitent une seule catégorie. Les petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, harengs. Pourquoi spécifiquement les petits gras? Leur avantage, c'est leur position au début de la chaîne alimentaire. Ils mangent du plancton, ils ont plein de DHA, mais ils vivent trop peu de temps pour accumuler des polluants. Ah, contrairement à la fameuse liste rouge, les gros prédateurs, espadons, requins, thon rouge, on les évite pas parce qu'ils manquent d'oméga 3, mais à cause du mercure. Exactement. L'ironie dramatique, on cherche du poisson pour construire le cerveau et on ingère un métal lourd qui est l'un des neurotoxiques les plus puissants au monde. C'est terrible. Et que fait le mercure concrètement? Il traverse très facilement la barrière placentaire. Une fois dans le crâne du fœtus, il s'attaque au réseau en construction. Il perturbe la division cellulaire et la migration des neurones. En gros, manger du prédateur contaminé, ça détruit l'échafaudage que le DHA essaye de bâtir. Tout le bénéfice est anéanti. Et sans parler du poisson cru, genre les sushis qui sont rayés de la carte à cause de la listériose. Bien sûr. Et il y a un autre truc qui m'a marqué. Le document torpille un vieux remède de nos grands-parents. L'huile de foie de morue.
Elle est blindée d'oméga 3, mais fermement déconseillée. Et là, c'est pas le mercure, hein. Non, c'est un problème de surdosage. Le foie stocke massivement la vitamine A. Et un excès prolongé de vitamine A au premier trimestre, c'est tératogène. Tératogène, donc, ça provoque des malformations. Oui, ça dérègle l'expression des gènes qui forment les organes. Ok, résumons. Le thon rouge empoisonne au mercure, le sushi menace d'infection, et le foie de morue file trop de vitamine A. Face à ça, on a envie de fuir vers la terre ferme. Alors que fait-on de la fameuse salade aux noix et aux graines de chia? Beaucoup de gens, surtout des végétariens, pensent que c'est le jackpot des oméga 3. L'intention est bonne, mais la biochimie est têtue. Les végétaux comme le lin ou le chia contiennent des oméga 3, oui, mais sous forme ALA. Et le cerveau a besoin de DHA. Exactement. En théorie, notre corps a une petite usine de conversion interne pour transformer l'ALA végétal en DHA marin. Sauf que le rapport de l'ANSES dit que cette usine a un rendement épouvantable. On parle d'un taux de conversion de moins de 5%, parfois 1%. Pourquoi on est si mauvais pour transformer ces graines? Le goulot d'étranglement, c'est une enzyme, la delta-6 désaturase. Cette enzyme, elle est multitâche. Elle doit aussi traiter les oméga-6, qui sont omniprésents dans notre alimentation avec les huiles végétales classiques. Donc l'enzyme est surchargée par les oméga 6. Voilà, elle est submergée. Elle s'occupe presque plus des oméga 3. Au final, il faudrait ingurgiter des bols entiers de graines de chia chaque jour pour tirer les 70 mg de DHA requis. C'est physiquement intenable. Bon, le végétal terrestre est inefficace, le poisson marin est un défi logistique, la conclusion des sources, c'est la supplémentation directe. Dès le projet bébé si possible, mais comment on évite de se faire avoir par le marketing bourrin? Faut regarder les vrais dosages. L'EFSA recommande environ 200 à 300 mg de DHA supplémentaires, jusqu'à 1000 pour rattraper une carence. Mais le piège classique, c'est l'illusion d'optique sur la gélule. Un fabricant écrit 1000 mg d'huile de poisson en gros, et derrière en tout petit, on voit qu'il n'y a que 50 mg de vrai DHA actif. Le reste, c'est de la graisse de remplissage. Faut toujours traquer la ligne indiquant les milligrammes d'EPA et de DHA pur. Et l'autre critère, c'est la forme chimique. Éviter les esters éthyliques, qui sont peu assimilables, et privilégier la forme triglycéride, que le corps reconnaît très bien. Il faut des normes de pureté, comme la norme EPAX. Mais alors, voici où cela devient vraiment intéressant. Il y a un acronyme, l'indice TOTOX. Franchement, la première fois, j'ai cru que c'était un nom de méchant dans un dessin animé. L'infâme docteur TOTOX. Ça marche super bien comme image, car c'est vraiment l'ennemi caché. TOTOX, c'est pour Total Oxidation. Les oméga 3 sont très instables. S'ils sont mal extraits, la molécule s'oxyde, l'huile rancit. De l'huile rance. Mais comme c'est dans une gélule, on sent pas le goût. Et c'est là le drame. Une huile oxydée devient irritante, elle déclenche de l'inflammation. Donc tu paies pour avaler un truc qui aggrave l'inflammation que les PA étaient censés combattre. L'indice TOTOX doit être inférieur à 10 pour garantir une huile fraîche. Super clair. Et pour boucler sur la fameuse salade de chia, il y a une solution végane totalement sûre, c'est l'huile de microalgues. Oui, la souche Schizochytrium. C'est une prouesse fantastique. Les poissons ne fabriquent pas l'oméga 3. Ils le prennent dans les algues. En extrayant directement l'huile des algues cultivées hors des océans, on a du DHA pur, végétal, sans aucun métal lourd. On contourne l'océan pollué. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a voyagé de la mécanique du cerveau en construction avec le DHA à l'effet bouclier de l'EPA contre la prématurité. On a évité le mercure des prédateurs et appris à décoder l'indice TOTOX. Et c'est ça la clé. La connaissance est le meilleur outil face à la surcharge d'informations médicales. Comprendre le pourquoi, ça redonne le pouvoir de décision. Absolument. Mais avant de se quitter, j'aimerais lancer une dernière réflexion. On vient de voir que le régime de la mère façonne physiquement les membranes du cerveau de l'enfant. Sachant que nos régimes modernes ultra transformés sont vidés de leurs oméga 3 depuis des décennies, dans quelle mesure cela est-il en train de modifier subtilement, à l'échelle mondiale, la base neurologique même des générations futures? C'est une question vertigineuse à garder en tête.